bienvenue dans les mystères de la chambre jaune. Au boulot, on va faire le mois du polar au mois de mars. En mars 2020, je précise pour les gens qui regarderaient la vidéo plus tard. Merci. Et je me suis dit que ce serait peut-être bien de faire un petit récapitulatif de ce qu'était le polar. Parce que, est-ce que vous savez, vous, exactement ce que c'est qu'un polar? Elle a fait 2-3 recherches pour pas dire trop de bêtises. Les liens sont en description. Parce que oui, ça peut paraître un petit peu flou, hein, le terme polar, mais en fait c'est tout simple. Ça veut juste dire genre policier. Parce que moi, avant, dans ma tête, un polar, c'était un roman policier un peu noir, style années 50, avec un détective privé et tout. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus général que ça. Dis donc, tu m'expliques? Bah, t'as dit que c'était dans ta tête, hein. Moi aussi je suis dans ta tête. Et c'est vrai que je cohabite avec un tas de trucs bizarres. Ouais, bah je confirme. Non mais faut pas montrer tout ce que j'ai dans la tête, ça va pas. Bref, j'ai cherché une définition donc à peu près cohérente. Et en fait, il y a plusieurs définitions. Et voilà ce que j'en ai tiré. Vous êtes dans la parenthèse spéciale. Qu'est-ce qu'un polar? Mesdames et messieurs, bonsoir. Polar, c'est la façon un peu familière d'appeler le genre policier. Et là, donc, je ne parle pas de roman policier, hein, mais bien de genre parce que c'est très large, rien qu'en littérature. Roman, nouvelle, bande dessinée, etc. Et je dis un peu familière, un peu comme on dit un bouquin à la place d'un livre. C'est un mot presque plus affectif que familier. Le polar donc, ou genre policier, hein, d'après Wikipédia, est une intrigue qui se distingue par sa mise en scène d'une énigme que le, la ou les protagonistes tentent de résoudre. Et Wiki ajoute, souvent par une enquête de police. C'est vrai, mais pas que. Il doit y avoir, dans une histoire policière, 6 choses obligatoires. Alors je ne sais pas s'il y a des exceptions, à vous d'en trouver. Un crime ou un délit, un mobile, un ou des coupables, une ou des victimes, un mode opératoire et une enquête. Pour le mobile et le mode opératoire, je pense qu'il y a moyen de trouver des exceptions. Dans la plupart des recherches que j'ai faites, c'est Edgar Poe qui est montré comme à l'origine du genre policier avec ses nouvelles sur le Chevalier du Pain, hein, Double assassinat dans la rue Morgue, La lettre volée et Le mystère de Marie Roget aux alentours des années 1840. Mais on évoque aussi souvent Sophocle avec Oedipe Roi entre moins 430 et moins 420 avant Jésus-Christ, Oedipe qui enquête sur l'assassinat de son père. On évoque aussi Voltaire avec Zadig en 1748 ou Balzac avec Les Chouans en 1829. Mais c'est tout de même Poe qui, à travers Dupin, explique la ratiocination, le comment on résout une énigme en observant les preuves et en reconstituant le tout, et parfois même en faisant du profilage, comme dans La lettre volée. Car c'est ça qui caractérise en fait le genre policier, c'est bel et bien la résolution d'une énigme. Que ce soit un meurtre, une tentative de meurtre, un viol, un vol, une arnaque, etc. Ou que ce soit un ou une flic qui enquête, un enquêteur ou une enquêtrice, détective, personne lambda qui veut découvrir la vérité, etc. Et parfois, c'est le déroulement de l'histoire elle-même qui fait office d'enquête et c'est le lecteur ou la lectrice qui résout l'énigme en accumulant les indices. Donc résumons, il y a crime ou délit, on ne sait pas qui a fait ça ni pourquoi en général, et quelqu'un, flic, détective, ami ou parent de la victime elle-même, etc., doit trouver ou met un point d'honneur à trouver qui a fait ça, le coupable, et donc pourquoi, le mobile. Et éventuellement, comment, le modus operandi. L'intrigue sera constituée de récoltes de preuves, d'indices, voire de fausses pistes, de témoignages et faux témoignages qu'il faudra ajouter ou retirer du puzzle pour pouvoir résoudre le mystère. Parfois, on sait qui est le ou la coupable, mais il faut des preuves ou juste trouver un moyen de l'arrêter. Parfois, il y a d'autres subtilités qui ajoutent de la difficulté ou de la complexité, comme par exemple des troubles psychologiques ou psychiatriques, du fantastique, de l'ésotérique, du religieux, des enjeux géopolitiques, stratégiques, scientifiques, etc. Et justement, c'est ce déroulement de l'histoire et son contexte qui font varier une intrigue policière. Le genre policier recouvre ainsi beaucoup de types d'intrigues. Il y a le fameux roman à énigme, roman ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être une nouvelle, etc., qui est appelé whodunit en anglais, qui l'a fait, mais je préfère à énigme, parce que c'est le terme énigme qui est le plus important. L'histoire s'axe autour de l'énigme justement, et c'est le facteur principal de l'intrigue. L'auteur propose des indices qui aident les lecteurs ou les lectrices à déterminer seul ou pas l'identité du ou de la coupable, comme dans une partie de Cluedo par exemple. Le roman noir se définit plus par sa violence et son langage cru, voire vulgaire parfois. L'intrigue mêle énigme et suspense en traitant la réalité sociale des quartiers populaires en général, où les réseaux mafieux et le crime organisé font rage. Les Confidential de James Ellroy en est un bon exemple. Les livres d'espionnage traitent souvent de contextes militaires ou politiques et géopolitiques et mettent souvent en scène des services spéciaux type CIA et des agents secrets, comme dans les James Bond de Ian Fleming. Les thrillers. Le terme thriller vient de l'anglais to thrill, frissonner, frémir. Un thriller doit donner du frisson, faire peur, et pour ça, il y a beaucoup de moyens. Il doit être addictif et plein de suspense pour tenir les lectrices et les lecteurs en haleine. Parfois, on a le point de vue de la victime, parfois celui du tueur en série, ou de l'enquêteur, de l'enquêtrice, s'il y en a, peu importe, du moment que ça fasse peur. Il y a là aussi plusieurs sous-catégories selon que le thriller est politique, scientifique,
technopolar, ésotérique, domestique, psychologique, fantastique, etc. Le polar historique, eh bien son nom parle de lui-même, hein. L'intrigue policière, l'enquête se déroule assez loin dans le passé, souvent à une période marquante de l'histoire, et elle peut faire appel à des personnages et des événements historiques réels, comme le récent loup des Cordeliers d'Henri Lovenbruck qui se situe sous la Révolution française. On parle parfois aussi d'ethnopolar quand l'histoire se situe dans une ethnie ou un pays en voie de développement, mais cette catégorisation est pour moi un peu raciste, donc je préfère associer ces polars à d'autres catégories correspondantes, le noir, le thriller, etc. Et il y a bien évidemment le roman policier pour la jeunesse, un peu moins violent ou trash dans les termes, et qui se rapproche plus des problèmes de la jeunesse. Ça va des enquêtes du Club des 5 à des histoires d'enlèvement, de viol ou de drogue, etc. Quand même, selon l'âge. Même s'il existe des thrillers jeunesse avec meurtre aussi. C'était un résumé sur ce qu'est le polar. Pour en savoir plus, vous avez aussi la vidéo de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, qui s'appelle Policier, thriller, roman noir, polar. Je vous mets le lien en description. Il y a aussi sûrement d'autres types plus précis de polar que je n'ai pas évoqués, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est la fin de cette parenthèse spéciale Qu'est-ce qu'un polar? Je rends l'antenne, à vous les studios. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques polars et vous me direz à la fin en commentaire à quel type ou à quel genre de polar ils correspondent à votre avis. Chouette, un petit jeu. Alors après, je sais que c'est compliqué hein, de voir ça sans avoir lu le livre, mais je sais que vous êtes joueurs et joueuses. Bon, allez, on commence avant de la perdre. Je vais commencer par le parfum de la Dame en Noir de Gaston Leroux chez J'ai lu. C'est la suite du mystère de la chambre jaune, dont la vidéo est par là. Et avant de commencer, je voulais juste dire que ce livre-là, hein, pas le roman mais le livre, est bourré de coquilles, de phrases en double, de mots qui manquent. Pourtant c'est une édition, comme vous le voyez, assez récente, mais ça m'a un peu gavé. Alors j'ai lu, j'espère que vous avez rectifié tout ça depuis que je l'ai acheté, parce que là franchement, ça casse un petit peu l'ambiance. Comme elle dit, c'est la suite du mystère de la chambre jaune, on a quasiment les mêmes personnages, on en a un petit peu plus. Voilà ce qui se passe, Mathilde et Robert Darzac se marient, mais ils ont des attitudes tous un petit peu bizarres, et ils sont pas dans leur assiette comme on dit, Rouletabille non plus. Voilà, et il y a que Sinclair qui a l'air à peu près normal dans l'histoire. Sinclair, c'est le narrateur, qui sont tous un peu bizarres, et on en apprend aussi beaucoup plus sur l'enfance de Rouletabille. Alors, c'est ce qui est intéressant dans ce livre, c'est ça, c'est on apprend le passé de Rouletabille, et ça va être très très important forcément pour la suite de l'histoire. Il a eu une enfance très malheureuse, d'ailleurs, à un moment, quand il relate son enfance, ça parle d'une œuvre de Poe. Bref, même si Frédéric Larsan, le méchant dans le précédent, merci, est mort, ils ont tous encore peur de lui, ils le voient partout, ils sont un petit peu parano avec ça. Faut dire qu'il les a bien traumatisés hein, dans les mystères de la chambre jaune. Mathilde le voit partout, Robert le voit partout, bref, j'ai l'impression que tout le monde le voit partout, ce méchant de l'histoire qui est mort. Et donc suite à quelques péripéties, on s'appelle, on se fait une bouffe, on s'envoie des télégrammes, tout ça, oh j'ai vu Frédéric Larsan, au secours. Ils se retrouvent tous. Mathilde, son père, son mari, Rouletabille et Sinclair le narrateur. Chez des amis dans le sud de la France, des amis qui ont un vieux château. Mais là encore, tout le monde a une attitude très étrange. Décidément... Et il se passe toujours plein de trucs louches. Rouletabille, comme tout le monde voit Larsan partout, Rouletabille fait en sorte de tout clôturer, personne ne peut rentrer nulle part, surtout pas dans les appartements de Mathilde et Robert. Mais un soir, qu'est-ce qui se passe alors que Rouletabille a fait en sorte de tout clôturer, tout verrouiller, il a tout vérifié lui-même et tout. Et ben ils se font, Mathilde et Robert se font attaquer dans leur chambre. What? Comment c'est possible hein? C'est un petit peu le remake du mystère de la chambre jaune, hein, en fait. Et donc voilà, c'est reparti, hein. Rouletabille va réfléchir à fond les ballons pour savoir ce qui s'est passé. Alors je dois dire que... Comment dire? C'est très tiré par les cheveux. J'ai même un petit peu oublié ça fait plusieurs mois que je l'ai lu, hein, mais j'ai même un petit peu oublié le pourquoi du comment, parce que c'est... Ça va dans tous les sens et... Voilà, donc je vais pas vous révéler hein, le truc, parce que ce serait tellement dommage, mais... donc Rouletabille... il fait du Rouletabille, hein, il est très bizarre dans ses propos, il est très évasif, et puis il a cette histoire de son passé qui refait surface dans le présent, avec les personnages qui sont là, et... Ah! Je peux pas vous en dire trop, mais ça reste très tiré par les cheveux. J'étais quand même assez déçue par rapport à la hype que j'avais eu par rapport au premier, et parce que ça fait un peu remake, mais remake réchauffé quoi. Hein. Donc voilà, j'ai quand même préféré le premier. Il y a un film donc, qui est sorti aussi, hein, comme ça c'est l'affiche du film, moi je l'ai pas vu, je sais pas, vous dites-moi si vous l'avez vu, et qu'est-ce que vous avez pensé? Alors si vous avez lu le livre, est-ce que vous l'avez préféré au mystère de la chambre jaune ou pas? Et si vous avez vu le film et lu le livre, qu'est-ce que vous avez préféré des deux? Je sais pas si j'ai envie de le voir, le film. Enfin bon, un petit peu déçu quand même. Deuxième
10e livre, dernier été pour Lisa, de Valentin Musso, aux éditions Point. Et donc, si vous avez aimé La vérité sur l'affaire Harry Kéber, Par ici. je pense que vous allez aimer celui-ci aussi. Donc, le narrateur, hein, c'est un écrivain qui a eu un gros succès pour son premier roman. Le deuxième roman, ça s'est un petit peu moins bien passé, et là, il va sortir un troisième roman. Et c'est mal barré, apparemment, hein, les critiques littéraires, surtout une, c'est mal barré. Il se passe quelque chose de malheureux dans sa vie qui fait qu'il doit retourner dans son village d'enfance. Son village d'enfance, il s'est aussi passé un drame quand il était ado, jeune adulte. Il s'est passé un drame sur lequel il a basé son premier roman. Voilà, et c'était donc l'assassinat de sa meilleure amie. Et c'est son meilleur ami à lui et le petit ami de sa meilleure amie, je sais pas si vous suivez, qui a été inculpé et qui a été emprisonné depuis toutes ces années, depuis 12 ans je crois. Donc il revient sur place, parce que, je vais vous le dire, hein, parce que son père est décédé. Il revient sur place et là il apprend que son ami, son ex-ami, qui a été inculpé donc, pour le meurtre de Lisa, va être libéré. Parce que, pour faute de procédure, des choses comme ça. Lui, il l'a jamais cru coupable, tout le monde dans le village le croit coupable, et il s'en veut tellement de ne rien avoir fait à l'époque pour le sauver, qu'il va enquêter, avec l'aide d'un détective qui s'incruste un petit peu dans le truc. Il va essayer de tout faire pour l'aider, pour trouver des preuves. Il va fouiller dans le passé de tout le monde et tout ça, donc c'est une cold case, hein, parce que Lisa, ça fait 12 ans qu'elle est morte, et parce qu'il y a moyen qu'il retourne en prison, hein, le gars, moi j'y connais rien en juridique, mais il y a moyen apparemment qu'il retourne en prison, donc le narrateur va faire en sorte de trouver tout ce qu'il faut pour le sauver et pour se déculpabiliser un petit peu. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé, j'aime bien les cold cases parce que c'est un petit peu un travail de spéléologie ou d'archéologie où on doit creuser et déblayer les souvenirs pour essayer de retrouver la vérité en essuyant les traces de mensonges en fait. C'est tout à fait ça, ce livre. Donc voilà, si vous avez aimé La vérité sur l'affaire Harry Kéber, allez-y, hein, Valentin Musso. C'était mon premier Valentin Musso, je ne connaissais pas et je pense que j'en lirai d'autres. Ensuite, N ou M M c'est plus sympa. Moi je dis N, ça fait plus polar. Non mais c'est les lettres. N ou M, c'est le titre. C'est le titre de ce roman d'Agatha Christie aux éditions du Masque. Ça se passe en 1940 en Grande-Bretagne, donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Où on retrouve deux héros assez récurrents d'Agatha Christie, c'est Tuppence et Tommy Beresford. Et nos deux protagonistes s'ennuient un petit peu, hein, parce que personne ne veut d'eux pour l'effort de guerre, parce qu'ils les considèrent comme trop vieux. Mais ils essayent quand même, hein, ils envoient des lettres partout, des CV et tout, des lettres de motivation. Et à un moment donné, on demande à Tommy, discretos, hein, d'aller en mission dans une maison d'hôtes pour essayer de dénicher une taupe, dénicher une personne qui serait britannique mais qui travaillerait pour les Allemands. Et donc Tommy y va hein, et il fait croire à Tuppence que il a trouvé un boulot, mais un petit boulot de bureau, machin. Mais voilà, Tuppence, elle est pas folle la guêpe, hein, elle a tout compris et elle va s'incruster subrepticement dans l'histoire. Donc ce qui fait que les deux sont dans la maison d'hôtes, il y a plein de monde aussi avec et ils vont enquêter tous les deux là. Pas chacun de leur côté parce que forcément ils se reconnaissent, hein, voilà, mais ils vont faire en sorte de faire semblant de pas être ensemble. Et donc alors comme toujours avec Agatha Christie et surtout avec ces deux personnages là, c'est drôle, et il y a de l'intrigue quand même, il y a de l'aventure, il y a de l'intrigue, il y a du suspense. Voilà, il y a un peu de tout dedans. Alors il n'y a pas de mort, mais voilà, ils font une espèce d'enquête comme ça, ils vont essayer d'espionner chacun de leur côté, chacun dans leur rôle, qui peut être la taupe, ou peuvent être les taupes, hein, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Est-ce que des gens se font passer des messages codés, est-ce qu'un tel qui est allemand serait pas en fait un envoyé des nazis, voilà, il suspecte un petit peu tout le monde, plus ou moins, je crois que j'ai tapé dans le micro, désolé. Mais comme d'habitude avec Agatha Christie, on ne s'ennuie pas. Et c'est toujours original. Voilà, moi je sais que quand je lis un Agatha Christie, je ne suis pas déçue. Et je passe un très bon moment avec les personnages. Dans un style différent, mais pas tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de mort non plus dans l'enquête, et qu'il y a beaucoup d'humour. On n'enterre jamais le passé de Nicolas Duflessier, dont la chaînette par ici, aux éditions La Joanie. Alors, déjà, j'adore la couverture. Je vous la montre. J'adore la couverture, et elle me rappelle un jeu vidéo auquel je jouais quand j'étais petite sur ordinateur. Il y avait déjà des ordi quand t'étais petite? Non mais Désolée. Bref, nous avons donc dans ce livre Lucas Kushner, qui est un enquêteur pour une compagnie d'assurance. Donc c'est pas un enquêteur détective privé comme on en voit d'habitude. Il est détective, on va dire, enquêteur pour une police d'assurance. Et c'est un ancien flic. Et on l'envoie donc à Fontainebleau pour enquêter sur la disparition
pierres précieuses, de pierres semi-précieuses. Alors je ne vous dirai pas le nom de ces pierres parce que c'est imprononçable. Voilà, c'est des pierres en forme d'étoile, comme on voit ici. Je sais pas si vous voyez la petite étoile. Voilà. Donc il va enquêter, au départ il dit bah ça va être cool quoi, hein. J'enquête pour vérifier que c'est pas une escroquerie à l'assurance, tout va bien. Mais il s'avère que le propriétaire de ces pierres a disparu aussi, finalement. Ah ça on me l'avait pas dit. Il va faire en sorte d'enquêter sur la disparition de ce monsieur aussi, parce que ça peut être assez intéressant. Est-ce qu'il s'est barré avec les pierres pour les revendre? Il va essayer d'enquêter. Le souci c'est qu'il y a des sortes d'hommes de main, dont c'est qui lui court après et qui court après la fille de ce monsieur qui a disparu, va commencer une série de courses-poursuites autour de Fontainebleau, Melun, tout ça. Des courses-poursuites, des fois qui se terminent pas super bien, surtout pour les voitures, et ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que le personnage, je vous ai déjà parlé de Madeleine Maxwell hein, dans les chroniques de Sainte-Marie, elle ne s'arrête jamais, elle se repose uniquement quand elle est quasiment dans le coma, hein. Et ben lui c'est pareil, Lucas, il ne s'arrête jamais, c'est assez rare quand il dort, ça va à toute berzingue, voilà, c'est tout le temps à fond. Il y a de l'action quasi non-stop, et en plus ça se passe pas très loin de mon boulot comme je l'ai dit, donc c'est assez sympa, quelque chose qui se passe pas trop loin, on visualise mieux en fait. Et surtout, il y a de l'humour tout le temps. Presque, il y a des moments tristes aussi. Oui, c'est vrai, mais il y a vraiment beaucoup de punchlines, ça a une répartie pas possible, et je me suis vue éclater de rire en lisant certaines lignes, quoi. J'ai des trucs, tu t'y attends pas, ça te tombe là-dessus comme ça, bim. Nicolas Duplessier fera partie du mois du polar, hein, il sera présent au mois de mars chez nous, donc je vous mettrai sûrement des liens aussi en description pour savoir ce qu'il en est, enfin, si vous voulez le programme et tout, on verra. Ensuite, je vais vous parler de ceci, c'est une BD, une bande dessinée de Cyril Liron. Pour le scénario. Et Benoît Dahan. Pour le scénario, le dessin et la couleur. C'est chez Ankama et ça s'appelle Dans la tête de Sherlock Holmes. C'est le tome 1 et ça s'intitule L'affaire du ticket scandaleux. C'est donc une bande dessinée hein, qui reprend les personnages d'Arthur Conan Doyle, hein, Watson et Holmes. Je vous montre un petit peu la coupe parce qu'elle est rigolote. Voilà. Vous l'avez vu peut-être sur Instagram, je vous l'ai montré. Cette bande dessinée là, c'est donc Sherlock Holmes s'ennuie mais à mourir. Il fume de l'opium et tout pour essayer de s'évader un peu. Voilà, ça va pas du tout dans sa tête. Et arrive par miracle une enquête pour lui, une enquête qui va l'intéresser, parce que Sherlock Holmes il en faut pour l'intéresser, hein, c'est l'histoire, l'affaire du ticket scandaleux. Donc un monsieur arrive chez eux, tout est fringué, habillé en peignoir, avec une pantoufle de femme, il se rappelle plus de rien, il sait plus ce qu'il a fait, il est tout plein de boue, et comme c'est un ami, Sherlock Holmes il va enquêter. Et on va suivre le fil de l'histoire comme ça, je vous raconte pas tout parce que c'est très rapide, c'est une BD, hein, c'est très rapide. Les dessins sont magnifiques, c'est intelligent, on est dans la tête de Sherlock, hein, je vais vous montrer des... Voilà, ça, on est dans la tête de Sherlock Holmes vraiment, et à chaque fois, on accumule tous les indices qui se mettent dans sa tête. Et il y a une sorte de fil rouge, voilà, tout du long, il y a une sorte de fil rouge, ça suit les cartes, ça suit... je vous montre un petit peu, c'est super bien fait, c'est super sympa. Il y a des moments où on doit aussi travailler un petit peu parce que on doit voir des choses au travers des feuilles, des choses comme ça, relier des portraits robots, enfin bref, c'est vraiment sympa comme histoire. C'est vraiment dans l'esprit Sherlock Holmes, c'est dans l'esprit de Sherlock Holmes, hein, parce qu'on est dans son esprit et c'est vraiment son caractère en fait, Sherlock, le caractère que lui a donné Conan Doyle. Donc on est vraiment dedans quoi. Le gros souci c'est grosse frustration. Mais genre grosse frustration parce que c'est un tome 1 et qu'on n'a pas du tout la résolution de l'énigme à la fin de ce tome 1, il faut attendre le tome 2. Voilà, donc j'ai été super frustrée parce que c'est vraiment super bien. Et t'es dans le truc et t'arrives à la fin et tu dis ah mais j'ai toujours pas la réponse et on te dit non, ce sera dans le tome 2. Voilà, donc vivement le tome 2, hein, j'ai pas vu de date encore mais va falloir y aller là, donc je peux pas vous dire la résolution de l'énigme, de toute façon je vous l'aurais pas dit. Mais voilà, c'est un bel objet livre déjà, c'est magnifique, elle est belle et tout, et voilà, mais un peu frustrée quand même. Et pour finir, une autre BD. Quoique... Oui, c'est vrai, c'est effectivement un petit peu bizarre, parce que, voilà, je vous montre. Tada, tada. Donc vous avez d'un côté la couverture, la quatrième de couve, etc. qui forment l'extérieur de la maison dans laquelle il y aura une enquête, hein. Donc on voit nos deux protagonistes arriver en voiture à toute berzingue, tada. Et l'autre côté, c'est la bande dessinée, c'est la planche, la seule et unique planche de la bande dessinée. Et c'est l'intérieur de la maison où a lieu l'enquête. Donc qui enquête, hein, c'est Pantaleon qui est là, qui est un détective manchot, il a qu'un bras en fait, il a une pince, enfin il a qu'un bras, il a une pince à l'autre bras. Et il enquête dans la maison, pièce par pièce, donc il y a 3 pièces je crois, 3 ou 4 pièces. 4 pièces. Il enquête et on peut lire dans un peu n'importe quel sens pour résoudre l'énigme qui est une énigme de lettres volées. Je vous ai pas dit comment ça s'appelait, ça s'appelle Pantaleon.
Pantaléonade à choix multiples de Léo Duquesne Au scénario. et d'Adrien Ouillère. Au dessin. Donc ce Pantaléon, comme je vous l'ai dit, qui enquête, c'est un détective qui a une très haute estime de lui-même, hein, il se prend pas pour du caca. Pour lui, le Dupin de Pau et Sherlock de Conan Doyle, hein, c'est un peu des moins que rien, quoi. Rien que ça. Ouais, rien que ça. Et donc il se la pète un petit peu. Bon, l'enquête en elle-même, c'est pas foufou, hein, mais voilà, c'est quand même super original. Il y a un mort quand même quelque part, c'est un peu Où est Charlie, hein. Il y a un mort quand même, mais c'est pas du tout là-dessus qu'il enquête, hein, comme je vous l'ai dit, il enquête sur une lettre volée, comme dans la nouvelle de Pau. Donc on peut lire un peu dans tous les sens, et j'avoue, c'est très perturbant. Encore plus que le sens de lecture d'un manga. Bon, moi j'ai trouvé ça quand même très drôle, très original, déstabilisant, mais fallait le faire, quoi, fallait le faire, hein, une BD qui se plie comme ça et qui se lit un peu dans tous les sens. Donc, je trouve l'objet aussi sympa, c'est pas du tout la même chose que celle-là, mais je trouve l'objet quand même très sympa. Alors dites-moi vous ce que vous en pensez, rappelez-vous, essayez de me dire à votre avis à quoi correspondent tous ces types de romans, hein, à quel genre de polar ça correspond, hein. Je vais vous dire tout de suite, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, c'est un peu au feeling aussi, parce que d'après les définitions que je vous ai données, voilà, ça peut rester un petit peu flou, mais à votre avis quand même, parce qu'il y a des différences. En ce moment, je suis en train de lire celui-ci. Alors en ce moment, je l'aurai sûrement fini au moment de la vidéo, au moment de la publication de la vidéo. C'est le prochain roman de Claire Favant qui s'appelle Les cicatrices chez HarperCollins, qui sort le 4 mars. Voilà, donc je vous le disais parce que c'est aussi un polar, hein. N'oubliez pas de commenter, hein, je vous ai posé plein de questions encore. Vous pouvez au passage vous abonner si ce n'est pas fait, ou partager pour que d'autres s'abonnent et que d'autres personnes profitent de tous ces bienfaits littéraires. Et sur ce, bonne lecture! Et t'es scap ou t'es pas scap?